Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument, le résumé du rapport de 2014 du GIEC. C'est en quelque sorte la grande synthèse du consensus scientifique mondial sur comment on peut freiner le changement climatique. Notre mission, c'est d'en extraire l'essentiel, la substantifique moelle. Et pour entrer directement dans le sujet, il y a un chiffre qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Le rapport nous dit qu'environ la moitié de toutes les émissions de CO2 liées à l'humain depuis 1750 a été émise au cours des 40 dernières années seulement. C'est un chiffre qui donne le vertige. Il faut vraiment prendre un instant pour le digérer. Ça veut dire que, en gros, la génération de nos parents et la nôtre ont un impact plus lourd que toutes les générations précédentes réunies. Toutes réunies. C'est un poids historique absolument colossal. C'est cette accélération folle qui est au cœur du rapport. Exactement, on n'est pas sur une courbe qui monte doucement, là on est dans une phase quasi exponentielle. Tout à fait. Et c'est pour ça que le rapport qualifie ça de problème d'action collective à l'échelle planétaire. Une tonne de CO2 émise à Paris ou à Pékin, elle se mélange dans la même atmosphère, l'effet est global. Personne ne peut s'en sortir seul. Et ça pose tout de suite des questions d'équité, j'imagine. Ah oui, d'emblée. Qui a le plus contribué historiquement? Qui a les moyens d'agir aujourd'hui? Le débat est loin d'être simple. Alors justement, pour comprendre cette accélération, décortiquons un peu ces chiffres. Le rapport dit pas juste ça augmente, il dit ça augmente de plus en plus vite. C'est exactement ça, c'est le point crucial. Entre 1970 et 2000, les émissions annuelles augmentaient en moyenne de 1,3% par an. C'était déjà pas mal. C'était déjà beaucoup. Mais entre 2000 et 2010, ce taux a presque doublé. On est passé à 2,2% par an. Ah oui, quand même. C'est comme si on avait appuyé sur l'accélérateur. Et la source principale, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Il vient de la combustion des énergies fossiles, de l'industrie, et il représente à lui seul 78% de cette augmentation sur la décennie. Et si on prend une photo de tous les gaz à effet de serre en 2010, le CO2 est l'ingrédient ultra dominant. Oui, il représente 76% du total. C'est vraiment le cœur du problème. Loin derrière, on a le méthane, le CH4, avec 16%. Qui vient de l'agriculture, ce genre de choses? Principalement, oui. L'agriculture, les fuites de gaz aussi, et après on trouve le protoxyde d'azote, le N2O, à environ 6%, très lié aux engrais. D'accord. Maintenant, la question qui fâche. D'où vient tout ce CO2? Quels sont les secteurs qui appuient sur cet accélérateur? J'ai l'image classique des grandes cheminées d'usines. C'est l'image d'Épinal, mais la réalité, elle est plus nuancée. Si on regarde les émissions directes en 2010, le plus gros morceau, c'est la production d'énergie, électricité et chaleur, 35%. C'est énorme. D'accord. Mais juste derrière, et ça c'est souvent la surprise, on a le secteur qu'on appelle AFAT. AFAT? Agriculture, foresterie et autres affectations des terres. Et ça pèse 24%. Attendez une seconde. Ça veut dire que la façon dont on cultive nos terres et gère nos forêts pèse plus lourd en émissions directes que toute l'industrie mondiale? Précisément. Ça, c'est assez contre-intuitif. Ça l'est. L'industrie arrive après, à 21%, puis les transports, 14%, et enfin les bâtiments avec seulement 6%. Mais, et c'est une nuance fondamentale du rapport, ce calcul ne dit pas tout. Ah! Il faut aussi regarder ce qu'on appelle les émissions indirectes. C'est-à-dire qu'on attribue la pollution de la centrale à celui qui allume la lumière chez lui. C'est exactement ça. On attribue les émissions de la production d'électricité au consommateur final. Et là, j'imagine que les chiffres changent complètement. Radicalement. Si on fait ce calcul, la part de l'industrie, elle bondit à 31%. Et celle des bâtiments, elle triple carrément. Elle passe à 19%. D'accord, donc nos maisons et nos usines sont en fait de grosses consommatrices d'énergie très carbonées. Voilà. Le problème n'est pas seulement à la centrale, il est vraiment au bout de la prise. On voit bien le tableau. Mais qu'est-ce qui alimente cette machine infernale? Pourquoi ça continue de s'accélérer malgré les alertes? Le rapport est très clair là-dessus. Les deux moteurs principaux, c'est la croissance économique mondiale et la croissance démographique. Tout simplement. On est plus nombreux et chaque personne, en moyenne, consomme et produit plus. Et ces deux forces, elles ont complètement submergé les progrès qu'on a pu faire en efficacité énergétique. C'est le fameux exemple de la voiture. On a des moteurs plus efficaces, mais on a tellement plus de voitures sur les routes que le total des émissions explose quand même. C'est exactement ça. Il y a un autre facteur aggravant, un peu technique mais qui est essentiel, c'est l'utilisation accrue du charbon depuis le début des années 2000. Ah oui. Oui. Pendant des décennies, la tendance mondiale était à la décarbonation de l'énergie. On passait en gros du charbon au pétrole puis au gaz qui émet moins. Mais la forte croissance de certains pays émergents très dépendants du charbon bon marché a inversé cette tendance.
C'est un retour en arrière en fait. C'est un retour en arrière très très préoccupant. Donc on a ce diagnostic assez sombre d'une machine qui s'emballe, alimentée par notre modèle de croissance et qui a même fait marche arrière vers le charbon. La question qui tue, c'est où est-ce que ce train nous emmène s'il continue sur cette voie? Le rapport explore deux grandes trajectoires, deux futurs possibles. Le premier, c'est le scénario de référence, ce qu'on appelle le business as usual. En gros, le monde où on ne fait pas beaucoup plus d'efforts. La voie de la facilité en quelque sorte. Si on veut, et sur cette voie, les émissions continuent de grimper. Ça nous amènerait à une augmentation de la température moyenne mondiale de 3,7 à, tenez-vous bien, 4,8 degrés Celsius d'ici 2100, 4,8 degrés. par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces chiffres sont abstraits pour beaucoup de gens. Mais un monde à plus 4 degrés, c'est pas juste des étés un peu plus chauds, hein. On parle d'un monde où des villes côtières, je sais pas, Amsterdam, Miami, une bonne partie du Bangladesh, pourraient devenir inhabitables. Ah mais complètement. C'est une planète fondamentalement différente, hein. Un monde avec des événements climatiques extrêmes beaucoup plus fréquents, des écosystèmes qui s'effondrent, des crises alimentaires. Un changement de civilisation. C'est ça, un changement de civilisation. Parlons de l'alternative. Ce fameux objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. On en entend parler partout, mais, vu le diagnostic, ça semble presque utopique. Le rapport donne des pistes crédibles où on est dans le vœu pieux. C'est la question centrale. Le rapport dit que c'est encore possible, Mais, mais que la fenêtre d'opportunité se referme très, très vite. Pour avoir une chance raisonnable de rester sous les 2 degrés Celsius, il faudrait stabiliser les concentrations autour de 450 ppm. parti par millions, C'est ça. Et c'est à peine plus que là où on était déjà en 2011. L'effort à fournir est donc colossal. colossal, c'est-à-dire en chiffres, ça donne quoi? Pour atteindre cette cible, il faudrait réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. 40 à 70%. Oui, par rapport à leur niveau de 2010. Et ensuite, continuer jusqu'à atteindre des émissions quasi nulles, voire négatives, d'ici la fin du siècle. Une réduction de 70% en moins de 40 ans, alors qu'on vient de dire que la tendance est à l'accélération. C'est une transformation radicale. C'est plus qu'une transformation, c'est une révolution, quand on s'arrête sur ce chiffre. 70% en moins de 40 ans, c'est une refonte complète de la société industrielle. Ce n'est pas un ajustement à la marge. Non. C'est un changement de paradigme. L'implication humaine, sociale, économique derrière ce chiffre est gigantesque. Et concrètement, comment on fait? On ne peut pas juste éteindre la lumière partout. Comment on alimente cette nouvelle économie? Le cœur de la transition, c'est le système énergétique. Le rapport estime qu'il faudrait tripler, voire presque quadrupler, la part des énergies à faible ou zéro carbone dans le mix mondial d'ici 2050. Donc les renouvelables, le solaire, l'éolien? Oui, bien sûr. Mais aussi le nucléaire. Et même les énergies fossiles, mais à une condition, y associer des technologies de captage et de stockage du carbone, le fameux CSC. C'est un portefeuille de solutions donc. Mais il y a un point qui semble crucial dans beaucoup de scénarios, c'est cette idée d'émission négative. Ça semble presque magique. On pourrait nettoyer l'atmosphère. C'est un point très important et assez controversé. Beaucoup de scénarios pour rester sous les 2 degrés reposent là-dessus, surtout dans la deuxième moitié du siècle. L'exemple type, c'est la bioénergie avec captage du carbone. On fait pousser des plantes qui absorbent le CO2, on les brûle pour faire de l'énergie et on capture le CO2 émis pour le stocker sous terre. Et sur le papier, le bilan est négatif. Voilà. Le problème, c'est que la disponibilité de ces technologies à très grande échelle reste très incertaine. Et ça soulève des énormes risques. En termes d'utilisation des terres, j'imagine. Concurrence avec la nourriture. Exactement. Utilisation des terres, biodiversité. S'appuyer là-dessus, c'est faire un pari assez risqué sur l'avenir. Donc le message du rapport, c'est aussi un message d'urgence. Il ne faut pas trop compter sur des solutions miracles pour plus tard. C'est l'un des messages les plus forts. Chaque année d'inaction rend la tâche plus difficile et plus coûteuse. Le rapport montre que si on retarde les efforts au-delà de 2030, les défis deviennent immenses. On se retrouve avec moins d'options. Moins d'options, plus cher, et on devrait faire des changements encore plus brutaux. La tâche deviendrait herculéenne. D'accord, le défi est immense, urgent, mettons les mains dans le cambouis. Si on doit agir partout, par où on commence? C'est quoi la boîte à outils du rapport? Le point de départ incontournable, c'est de décarboner la production d'électricité. C'est le secteur où les technologies sont les plus matures, où la transition peut aller le plus vite.
La plupart des scénarios tablent sur un abandon quasi total des centrales à fossiles sans captage de carbone d'ici le milieu du siècle. C'est la colonne vertébrale, hein. C'est la colonne vertébrale, oui. Et pour des secteurs comme les transports ou les bâtiments, où ça semble plus lent à changer, j'ai noté un concept qui me semble central, le risque de verrouillage. Ah oui, le verrouillage ou lock-in, c'est un concept fondamental. L'idée, c'est que les infrastructures qu'on construit aujourd'hui, eh bien, elles vont déterminer notre consommation d'énergie pour des décennies. C'est-à-dire que si on construit une autoroute aujourd'hui, on ne va pas la détruire dans 10 ans. On s'engage pour des décennies de voitures. Précisément, prenez un nouveau quartier. Si on le conçoit aujourd'hui, autour de la voiture, avec de larges avenues, des parkings immenses, On verrouille un mode de vie. on verrouille des décennies d'émissions élevées pour des milliers de personnes. Elles seront dépendantes de leur voiture. Et l'inverse est aussi vrai. Si on mise sur la densité, les transports en commun, les pistes cyclables, on verrouille un mode de vie plus sobre. Donc les décisions d'urbanisme sont en fait des décisions climatiques majeures. Ce sont parmi les plus importantes qui soient, même si elles n'en ont pas l'air. Ça nous amène directement à un sujet plus sociétal, nos propres comportements, nos modes de vie. Absolument. Le rapport souligne que ça, c'est un potentiel d'atténuation qui est considérable et souvent sous-exploité. Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais de s'interroger sur nos choix. La mobilité, l'alimentation. Voilà. La mobilité, l'énergie à la maison, le régime alimentaire, une moindre consommation de viande rouge, par exemple, la réduction du gaspillage alimentaire. Ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question de culture. On a parlé de l'énergie, des transports. Revenons sur ce secteur qui m'avait surprise tout à l'heure. L'agriculture, la gestion des terres, un quart des émissions. C'est vrai. Et c'est un secteur à double visage. Il est une part énorme du problème, surtout à cause de la déforestation, du méthane du bétail, des engrais. Mais, et c'est le côté positif, c'est aussi un secteur qui offre des solutions parmi les plus rentables. C'est-à-dire, Arrêter la déforestation, lancer des programmes de reboisement, améliorer les pratiques agricoles pour que les sols stockent plus de carbone. Toutes ces actions sont très efficaces et souvent peu coûteuses par rapport à d'autres secteurs. La forêt est donc à la fois un coupable et un héros potentiel. Il y a un dernier élément de cette boîte à outils que je trouve particulièrement puissant, c'est l'idée de co-bénéfice. Ce n'est pas juste une histoire de sacrifice et de coût. C'est peut-être un des messages politiques les plus importants du rapport. L'idée, c'est que beaucoup de politiques climatiques ont des effets secondaires très positifs pour la société, ici et maintenant. Donnez-nous un exemple. Quand on remplace une centrale à charbon par des éoliennes, on réduit le CO2, mais on améliore aussi drastiquement la qualité de l'air. Ça réduit les maladies respiratoires, ça sauve des vies. D'accord. Quand on développe les pistes cyclables, on réduit les émissions, mais on diminue aussi les embouteillages, le bruit, et on favorise l'activité physique. Donc ça change complètement la manière de vendre la transition. Ce n'est plus dépenser pour le climat, mais investir dans la santé publique, dans la sécurité énergétique. Vous avez tout compris. Et cet argument est essentiel pour renforcer le soutien du public. Qui pourrait être contre un air plus pur ou des villes plus agréables? Pour résumer, si on fait le bilan de ce rapport, le tableau est contrasté. D'un côté, un diagnostic alarmant d'émissions qui s'emballent, de l'autre, la confirmation qu'un chemin existe. Un chemin existe, avec une boîte à outils bien remplie, qui va de la technologie solaire à ce qu'on met dans notre assiette. La clé, c'est la rapidité et l'ampleur de la mise en œuvre. Il faut tout faire, en même temps et à très grande échelle. C'est un défi systémique. Qui exige une réponse systémique. Et si je devais retenir une seule idée forte de notre discussion, ce serait ce concept de verrouillage. L'idée que nos choix d'aujourd'hui en matière d'infrastructure créent des chemins dont il sera incroyablement difficile de dévier demain. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà de la science climatique pure, sachant que les villes, les centrales, les réseaux de transport qu'on construit aujourd'hui vont verrouiller nos émissions pour les 50 prochaines années. Comment nos sociétés peuvent-elles concilier cet impératif de long terme avec les pressions économiques et sociales du court terme ? Comment fait-on pour investir massivement dans un futur bas carbone quand on est confronté à une crise économique ou à des élections dans 6 mois? Ça, c'est le défi central de notre temps.